Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut, Jean-François. Bienvenue dans la chambre d'hockey de Mayday Mayday. Hey, Colin, quel honneur de vous avoir parmi nous ce soir. En guise d'introduction, avant de vous présenter le premier vidéo que j'ai fait dans la communauté Mayday Mayday avant le lancement, j'avais intitulé ça « Je me lève dans la chambre d'hockey ». Puis un an plus tard, j'ai comme une espèce de panel de boys pour parler de détresse psychologique en lien avec le message que je porte depuis plus d'un an. Vous n'avez pas idée à quel point vous me faites plaisir. Écoutez, on va procéder à la mise au jeu officielle. Je vais vous laisser à tour de rôle vous présenter. Je dirais qu'il y a deux vétérans en matière de santé mentale, en matière de porte-parole de santé mentale. Et les deux s'appellent Martin. On a Martin Hainaut de Mont-Relief. On a aussi Martin Binette de Entre les deux oreilles. Les boys, je ne sais pas que vous vous chicaniez, mais j'ai quasiment le goût de tout de suite vous introduire, nous partager vos impressions. Puis je vous remercie d'être là, les gars. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci. Martin, veux-tu commencer? Merci. Je pensais que j'étais la recrue de ce panel-là, que j'allais parler à la toute fin. Et mon Dieu, quel honneur de parler en premier. Est-ce qu'on doit parler comme les joueurs de hockey quand ils sont en... Ah, écoute, je pense que c'est important, puis il faut travailler. Blague à part, merci beaucoup, Jean-François. C'est vraiment un honneur. On se connaît maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et vraiment, là, ce que tu fais est exceptionnel. Je suis très, très honoré d'être avec vous tous aujourd'hui, là, parce qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur. Certains d'entre vous le savez, là, moi-même, je vis avec une maladie mentale depuis plusieurs années, depuis l'âge de 19 ans, en fait. J'ai 45 aujourd'hui. Ça fait un bon petit bout de temps que je navigue avec ce que j'appelle mes tempêtes. J'en ai eu plusieurs dans ma vie. J'ai un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée, un diagnostic de trouble de l'humeur. J'ai décidé en 2004, rapidement, là, de m'ouvrir et de parler ouvertement de ma condition. C'était probablement l'acte le plus, je dirais le plus courageux, mais en même temps le plus terrifiant de ma vie, parce que j'étais convaincu que j'allais perdre ma job. J'étais convaincu que j'allais perdre mes amis, ma famille, que ma vie allait s'auto-détruire. Puis en fait, c'est tout le contraire qui est arrivé. Et depuis 2014, depuis cette fameuse journée de 2014, j'en parle et je grandis là-dedans et je me rends compte que ça me fait un bien fou de rencontrer des gens comme aujourd'hui pour parler ouvertement de santé mentale. Merci Jean-François pour l'invitation. Là, je pense que ça va être une belle rencontre aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Alors, Martin Hainaut, qui est président du conseil d'administration anciennement de Revive, qui est maintenant devenu Mont-Relief. Martin, pour Martin Binette, ceux qui ne le connaissent pas, tu es le fondateur du blog aussi, là, Entre les deux oreilles. Avant de te passer la parole, Martin, j'invite les gens, si vous avez des questions, de les inscrire. Puis même à la limite, si vous trouvez ça le fun qu'on soit 6 gars réunis pour parler de ce sujet-là ce soir, partagez ça sur vos réseaux. Vous ne savez pas à quel point que ça peut peut-être aider quelqu'un qui souffre en silence. Alors, vas-y Martin, mon frère. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Puis c'est le fun. Je parle souvent ouvertement du privilège de l'homme blanc et à quel point que les hommes blancs, on a un privilège incroyable. Que malheureusement les femmes et la diversité culturelle n'a pas nécessairement, mais de l'autre côté, on a un désavantage d'une certaine façon, c'est qu'on parle rarement de santé mentale ouvertement entre hommes. Puis je pense que c'est vraiment génial de pouvoir le faire ce soir. Ça veut pas dire que c'est pas important de parler avec d'autres mondes, mais je pense que c'est important d'en parler aussi ouvertement parce que il y a des forts tabous. Puis moi, de mon côté, ça fait 12 ans que je suis impliqué en santé mentale. Ça fait plusieurs années que je donne des conférences et que j'en parle ouvertement. Je suis bipolaire
anxieux, dépressif, dyslexique et plusieurs autres conditions non diagnostiquées encore. J'essaie de les accumuler avec les années. Mon but ultime n'est pas nécessairement des accumuler, mais à la base, je suis un entrepreneur dans le milieu événementiel et technologique. J'ai commencé à vivre les effets de ma santé mentale dès mon adolescence, mais principalement depuis la vingtaine avec des crises de panique à répétition. J'ai eu mon diagnostic de bipolarité seulement l'année dernière, donc c'est assez récent, mais c'est pas quoi que je suis gêné à parler, puis que je trouve que c'est ridicule d'encore avoir des tabous de ce genre-là. Puis un des gros tabous, comme je le disais en début, c'est le fait que les hommes ne parlent pas de santé mentale ouvertement, facilement, et n'osent pas le dire en ayant peur d'avoir des conséquences négatives et tout. Puis je le dis pas pour me vanter, je le dis juste pour le faire comprendre. J'ai été mis sur la couverture du journal Les Affaires, j'ai eu aucun effet négatif du fait que je parlais de santé mentale. J'ai été mis sur le couvert de différents médias à travers le monde. J'ai fait des entrevues radio, télé à travers le monde et je n'ai jamais eu d'effet négatif de fait que je parle de santé mentale. À l'inverse, j'ai des effets positifs. J'ai donné une conférence ce midi à la Chambre du Québec métropolitain et j'ai juste eu des bons commentaires et juste eu des mots extraordinaires par la suite. Donc, pour n'importe quel homme qui n'ose pas parler, je peux vous dire qu'il y a plus de positifs à parler que de ne pas en parler. Merci, Martin. Puis, je vois que Éric est de retour. Je sais qu'il y a des petits enjeux de connexion, mais écoute, merci d'être là, Éric Giasson. Certains te connaissent plus sous le nom de Yogi de Wall Street. Tu es quelqu'un qui a une carrière, un parcours assez atypique. On a quelques ressemblances dans le sens que j'ai aussi œuvré dans le domaine des services financiers. Tu as travaillé à New York. Merci d'être là. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter en guise d'introduction de cette belle soirée? Ben, merci pour l'invitation. Puis, moi, je pense que je suis un exemple que les troubles de santé mentale, puis les pièges de l'intellect qui peuvent nous amener dans les troubles de santé mentale, dépression, suicidaire, tout ça, ça peut arriver un peu à tout le monde. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu le biais de la personne humaine de tomber dans ces pièges-là. Puis, que c'est accentué, comme Martin le disait, peut-être par les privilèges de l'homme blanc, tu sais, puis de celui qui, de façon figurée, là, qui paraît bien, qui est le chef de la famille, le chasseur, le pourvoyeur, le fort, et ainsi de suite, puis qui trouve tout le temps des solutions. Puis, si tu regardes mon parcours avant 2008, 4 enfants, bon, survivant du cancer, 4 fois Ironman, gros job à New York, c'est ça, les voitures de luxe, l'image, si tu veux, d'une forme de réussite sociale, là, tu sais. Puis, pendant ce temps-là, sans t'en apercevoir, tu passes trop de temps dans ta tête à vivre dans l'insécurité, à vivre dans la rareté et avec le sentiment profond d'être inadéquat pour seulement être qui tu es, tu sais. Puis, ce qui fait que, ce faisant, tu te vides de sérotonine, tu te vides d'un neurotransmetteur, un antidépresseur naturel. Puis après ça, quand tu vas faire face à des vrais défis de la vie, tu vas être en déficit puis tu ne seras pas capable de faire face. Puis c'est ce qui peut expliquer que, dans mon cas, en tout cas, que tu peux tomber en dépression, anxiété, troubles de dépendance et autres. Puis, moi, c'est ça, tu sais. Puis, j'ai passé tellement de temps à Wall Street, là, pour moi, le yogi de Wall Street représente l'équilibre entre la tête et le cœur. Puis c'est juste une petite anecdote comme ça. Oups. On a perdu son anecdote. Tout de suite après la pause. Alors, on va... faut payer plus pour l'entendre. Communication, il a compris la game, hein? Alors, on s'en va à la pause. L'anecdote va être au retour de la pause. C'est ça, dans le fond. J'ai pas encore payé sa facture pour qu'il soit avec nous autres ce soir. Fait que... non. C'est drôle parce que, en guise de... Tu sais, parce que dès qu'on rentre dans la chambre de hockey... dans la chambre d'hockey, c'était le fun parce qu'on a vu notre interaction sans trop se connaître. On a commencé tout de suite à avoir du plaisir ensemble parce que c'est ça une chambre d'hockey. Quand tu arrives avec ta poche, tu rouvres la porte.
j'allais dire ton conjoint, ton collègue que tu n'as pas vu depuis longtemps, ton coéquipier, tout de suite, il va commencer à te taquiner un peu. Fait que, Éric, tu es de retour. On voulait absolument entendre ton anecdote. Écoute, je suis vraiment désolé. Là. Je m'excuse. J'ai vraiment une connexion terrible. Je suis désolé. Mais c'est parce que je suis en Inde, c'est pour ça. mais en fait, quand j'ai quitté la finance, puis j'ai déboulé parce que j'avais passé trop de temps dans ma tête, puis j'ai déboulé avec mes idées suicidaires, puis en dépression, tout ça, puis je me suis ramassé en Inde avec ma robe, ma barbe, mes gougounes, puis mes colliers dans le cou, tu sais. Puis là, vraiment, j'avais passé d'être juste dans ma tête à me retrouver juste dans mon cœur. Puis quand je suis allé là, j'ai fait tout le tour des ashrams, des gourous, puis tout ça. Puis je voulais avoir un nom. Je voulais revenir de là, puis me faire appeler Hanuman, Satya ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis à chaque fois que j'allais dans un ashram ou à quelque part, je regardais le gourou, puis je disais, tu sais, puis j'espérais qu'il me rebaptise un peu, tu sais. Puis c'est pas arrivé. Ça fait que quelques années plus tard, je me suis autoproclamé le yogi de Wall Street. Puis le but du nom en Inde, du nom indien, c'est de te rappeler ta mission supérieure. Alors, désolé pour les gens qui nous écoutent. On a perdu Éric avec sa connexion indienne. Donc, on va enchaîner avec nos deux... j'oserais dire nos deux recrues, tiens, parce que d'abord, Tommy Roberge, qui est entrepreneur en construction, puis on a aussi Frédéric Munger du groupe Structura. Frédéric, peut-être un petit peu plus connu dans le sens que tu as été journaliste, producteur, tu as même été à la tête là, de la Fondation Saint-Jean-Eudes ici à Québec. Tommy, moi, je t'ai rencontré dans le cadre d'un groupe de gens d'affaires à Québec et honnêtement, tu as fait une publication sur les réseaux sociaux en décembre pour raconter, dans le fond, les turbulences que tu as eues comme entrepreneur. Puis, on en jasait tantôt, tu as eu des interactions incroyables suite à ce... On pourrait appeler ça un coming out, dans le sens que dire qu'on a eu des challenges parce que souvent, c'est ça, le succès laisse des traces. Mais moi, je suis convaincu que les épreuves aussi, puis c'est pas toujours évident nécessairement de partager ces épreuves-là alentour de nous, mais tu l'as fait. Ça a pris plein de courage. Écoute, puis j'aimerais ça t'entendre avant de laisser la parole à Fred pour nous clore la phase d'introduction des joueurs. Dans le fond, ça faisait un an que j'y pensais. Moi, j'ai vécu une rupture d'association dans mon entreprise avec un associé. C'était un effet catastrophique, je pourrais dire. Puis, durant toutes ces années-là que ça m'a pris 5 ans pour me relever de ça. Puis, depuis un an, je réfléchissais à comment je pouvais aider les autres à vivre ça, à ceux qui passent par là, puis voir comment que je pourrais raconter mon histoire. Puis, dans le fond, j'avais le goût aussi de boucler la boucle de cette histoire-là, puis de dire, bon, OK, je suis redevenu quelqu'un de respectable, là, dans le sens que je me sentais bien, financièrement, ça allait mieux, etc., etc. Puis, vu les conséquences de la pandémie, je me suis dit que, moi, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis, à l'école, il y a quand même quelques personnes qui ont décidé de passer à l'acte. Et je me disais que si je pouvais en aider un, ma mission serait accomplie par cette lettre-là, par ce post-là que j'ai fait. Il était écrit depuis 3 semaines. Ça m'a pris 3 semaines avant de peser sur le piton et de dire « go ». Puis c'est fou. Je ne m'attendais jamais à voir la réaction qu'on a eue avec ça. Puis tous les gens m'en parlent encore aujourd'hui. J'étais avec quelqu'un en conférence, puis il me disait « Tommy, c'est beau ce que tu as fait ». Et pour moi, que les gens qui me connaissaient, moi, c'était tassez-vous, c'est moi qui passe, parce que mon chemin, je le traçais, je m'en allais par là. Mais au travers de tout ça, j'ai appris que de contourner les gens et de faire attention aux gens, c'était plus efficace que d'essayer de défoncer les portes.
En exprimant ça, juste pour les gens qui me connaissent, ils disaient « Oh, OK, c'est quelqu'un d'autre. » Tu sais, je veux dire, je suis devenu la personne que je voulais être, dans le fond, en vivant cette rupture d'association, dans le fond, que j'ai vécue. Puis le fait de partager ces moments difficiles-là publiquement, tu sais, moi, ça m'arrive souvent de penser, c'est pas évident pour un chef d'entreprise, l'image qu'il projette à ses employés, l'image qu'il peut peut-être projeter aussi à des clients, mais en même temps, c'est là qu'on se rend compte qu'on vit tous des moments plus difficiles, ça touche les gens parce que c'est ça, ça arrive à plus de gens qu'on pense et malheureusement, j'entendais Éric parler tantôt, ça s'installe sournoisement dans ta vie. Hein? En ce qui me concerne, la dépression, moi je suis convaincu que ça a été, il y a eu un terrain fertile à l'apparition de ma dépression pendant 3 ans auparavant, mon atterrissage forcé parce que c'est ça. Il y a des signes que je n'étais pas au courant. Puis là, c'est toujours la performance, puis d'avancer, puis ça arrive juste aux autres, puis non, pas toi. Alors, c'est tout à ton honneur ce que tu as fait avant le mois de décembre. Puis, comme entrepreneur, je sais que ça prend beaucoup de courage et je suis convaincu qu'avant de peser sur scène, ça devait être extrêmement difficile. Frédéric? J'ajouterai un point, Jean-François, 2 secondes. J'ajouterai un point dans le sens que, tantôt, tu parlais de chambre de hockey. Le jour où je suis rentré à l'école d'entrepreneurship de Beauce, on était 26 personnes de toutes les sphères d'activité. Puis là, tout le monde raconte un peu son histoire. C'est là que tu te rends compte que tu n'es pas toute seule à vivre des difficultés. Tu penses toujours que tu es la personne unique qui vit des difficultés, mais quand tu commences devant 26 personnes, puis de secteurs différents, on vit tous la même chose, tu comprends un petit peu plus vite la réalité. On est tous plus forts ensemble que isolés dans notre coin. Hein? L'isolement, c'est ça c'est ce qui crée finalement encore plus d'anxiété, encore plus de stress. Et on se perd là-dedans. Donc, c'est le fun d'avoir des gens sur qui compter. Et c'est pour cette raison-là que j'ai lancé la communauté en quelque sorte. Mais je sais qu'il y a d'autres choses qui se passe aussi avec les entrepreneurs. Martin, tu as lancé aussi un groupe, Martin Hainaut, d'entrepreneurs en santé mentale. C'est quelque chose que moi, je n'avais jamais vu. Alors, surtout par ces temps difficiles-là, il faut se tenir tout le monde ensemble. Frédéric, j'ai eu le privilège de te recevoir à la pause café M'aider. Il n'y a pas si longtemps. En fait, tu es venu chez moi, fait que c'était avant là, le confinement de cet automne. Toi aussi, tu as eu... en fait, un parcours un peu tumultueux, tu as eu beaucoup de turbulences, tu as partagé cette histoire-là avec nous dans le cadre de cet entretien-là. Est-ce que tu voudrais rajouter ton grain de sel à ce beau panel? Oui, bien effectivement, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, cher Jean-François. C'est un honneur et un privilège de partager la chambre de hockey avec 5 autres boys. Moi, je joue pas au hockey, mais je suis un tripeux de sport, un tripeux de communication. Donc, de me retrouver dans une ambiance au niveau sportif, ben c'est toujours fort agréable. Et quand tu as mentionné, on se connaissait pas, mais on a rapidement connecté et cliqué ensemble. Alors, c'est le fun de se retrouver parmi avec toutes les 6 qui sont là. Ben oui, ben effectivement, j'ai eu la joie d'être avec toi pour la pause café M'aider. J'avais entendu parler de toi et quand je t'ai rencontré la première fois en septembre dernier, on était à Sainte-Brigitte de Laval dans le cadre de notre activité pour le groupe Réseau Actif de Marie-Pierre Autier. J'avais déjà entendu parler de toi. On a bien connecté ensemble. Donc, quand tu m'as invité, je me suis dit, Crime, je pense que dans mon cheminement de me remettre sur les rails, je pense que c'était une étape qu'il fallait que je vive. Et pourtant, il y a rien qui laissait présager que j'allais l'échapper. Et c'est un événement extérieur qui est arrivé que je n'avais pas prévu du tout. Donc, le 28 mai de l'an de grâce 2018. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que c'est arrivé. Ça fait bientôt 3 ans et demi. C'est une séparation qui est arrivée. Et une des raisons pour que j'ai connecté, entre autres, avec Jean-François, c'est que moi, j'ai été flushé le 28 mai
Et Jean-François a été flushé le 25 mai. Fait qu'on s'est dit, à 3 jours d'avis, là, on a quand même un lien entre les deux. Fait que j'ai l'impression qu'on a peut-être quelque chose à vivre ensemble là, par rapport à ça, là, tu sais. Donc, c'est juste cocasse comme anecdote. Donc, oui, une séparation qui était vraiment imprévue. Je ne l'ai jamais vu venir. Le après, évidemment, j'ai réalisé qu'il y avait des signes avant-coureurs qui laissaient présager que ça pouvait arriver. Et on remonte quasiment à 2 ans et demi avant la séparation. Mais ça, c'est venu me frapper comme une tonne de briques. Ça a été les avions, ça a été la tour de contrôle, ça a été les passagers, ça a été les passeports, n'importe quoi. Ils m'ont tous frappé en même temps. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Et c'est pour la première fois dans toute ma vie que là, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide au niveau mental, parce que j'étais dans une situation où j'étais vraiment seul avec moi-même et où j'étais dans une situation de faiblesse complètement. Donc, suite à cette séparation, ben, ça a été à peu près un 10 à 12 jours où je dormais seulement 2 à 3 heures par jour. Donc, il fallait que je lève un flag à un moment donné. Alors, anecdote, à un moment donné, j'étais dans le cadre de mon affectation professionnelle. Pour ceux qui ont écouté la pause café Médé, ils l'ont entendu l'anecdote, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je pense que ça vaut la peine de le raconter parce que j'avais des hauts et des bas. Alors, régulièrement, je pouvais pleurer au gym, je pouvais pleurer dans mon véhicule, je pouvais pleurer au niveau de mon travail, chez moi, en prenant ma douche, n'importe quoi. Et là, dans le cadre de mon travail professionnel, je fais un pitch pour une vidéo corporative au Complexe Vision. Alors, il y a une personne qui est là, qui connaît un petit peu mon histoire, à qui j'en avais parlé, et je suis avec la médecin Chantal Guimond, qui a fait l'émission Les Docteurs, présentée sur les ondes de Radio-Canada. Et en plein milieu de mon pitch de vente, qui va admirablement bien, je craque, et là, je me mets à brailler comme un bébé. Et là, évidemment, Émilie saisit la balle au bon, raconte à la médecin qu'est-ce qui se passe, et là, la médecin s'est mise en mode travail. Elle me dit, Frédéric, est-ce que tu as un médecin de famille? Oui, c'est le docteur Michel Lafrenière à la Cité médicale. Bon, ben voici. Alors là, elle me guidait quoi dire à sa secrétaire pour que je puisse avoir une rencontre rapidement avec mon médecin de famille. Et effectivement, lorsque je suis allé voir mon médecin de famille, il me dit, ben Frédéric, oui, tu as quelque chose. Alors, on va travailler en lien avec ça. Alors, il y aura un antidépresseur qui sera prescrit. Il y aura des pilules, il y aura un médicament pour t'aider à dormir, et non pas quand même pour devenir accro, mais pour que tu tombes dans un état où que tu vas pouvoir récupérer et te reposer. Donc, ça a été un long processus que j'ai dû vivre, et aujourd'hui, je me sens pas mal mieux, je me sens beaucoup plus apte à en parler. Mais si je reporte à l'année 2018, c'est drôle, je vais faire un aparté qui est drôle. Mais pour moi, l'année 2020, malgré la pandémie, elle est beaucoup plus positive, elle est beaucoup plus fun que l'année 2018. Alors, c'est pour vous dire la merde que j'ai eue à l'année 2018, surtout à partir là, de mai 2018. Mais la vie fait en sorte qu'il y a des personnes qui ont été mises sur mon chemin où j'ai eu un soutien psychologique, des personnes proches également qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de cheminer et de me remettre sur les rails. Mais ça n'a pas été facile du tout. J'ai du travail encore à faire sur moi, mais au moins ça avance. Puis, j'aimerais vous entendre, pourquoi c'est si difficile pour les hommes d'aller dans cette vulnérabilité-là? Puis, je veux dire, pensez-vous qu'il y a plus de préjugés chez les hommes que chez les femmes? Moi, je regarde simplement là, les abonnés de Médé. Écoute, il y a 74% de femmes puis 26% d'hommes. Pourtant, je veux dire, cette détresse ou ce phénomène-là, c'est pas vrai que c'est purement féminin. Là. Qu'est-ce qui fait, selon vous, puis j'aimerais entendre les deux Martin, Éric aussi, qu'est-ce que vous pensez là, qui fait que les hommes, on a de la difficulté à aller là? Martin, je te laisse aller. Merci. Je pense, écoute, il y a beaucoup de monde qui se sont posé la question des dernières années. Même le Movember, qui était à la base pour supporter le cancer de la prostate, travaille beaucoup maintenant en santé mentale et en prévention du suicide chez les hommes. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent justement. Puis je pense que la notion de la masculinité a besoin d'être réinventée. Puis on est pris tellement dans des carcans du passé dans lesquels on devait être fort, qu'on devait être leader, qu'on devait ramener l'argent à la maison et tout, qui était déjà faux à ce moment-là, mais qui étaient les standards de la société. Puis on a resté pris dans ce genre de mindset bizarre-là. Puis je pense que ça ne s'applique pas juste au rôle des hommes en société versus la santé mentale.
le système de l'éducation aurait besoin d'être réinventé au complet. Le système, la façon qu'on traite les gens dans les hôpitaux aurait besoin d'être réinventé au complet pour s'adapter à la société moderne. Mais on a tellement avancé vite dans les dernières décennies, mais on n'a pas réussi à avancer vite sur nos valeurs et nos tabous de la même vitesse. Puis, encore aujourd'hui, tu sais, on a malheureusement tendance à donner des Barbie aux filles pour jouer, puis aux hommes des G.I. Joe pour aller à la guerre. Tu sais, c'est ancré dans notre psychologique que l'homme devrait être fort, l'homme ne devrait pas demander de l'aide et tout. C'est que c'est important de changer le système dans lequel on vit à travers chacune de nos actions pour briser ça. Je pense qu'il y a un élément là-dedans, c'est que les gars ont peur de parler aussi. Ils ont peur vraiment de livrer leurs émotions. Et moi, ce qui m'a donné un coup de main lorsque j'ai eu mon atterrissage forcé en mai 2018, ça a été, je n'ai pas eu peur de dire haut et fort que j'avais mal, que je me sentais pas bien. Et à partir de ce moment-là, ça amenait une réaction différente de la part de certaines personnes et de dire, bon, tu sais, le fameux principe, salut, comment tu vas? Ben, ça va bien. Et quand on me posait la question, salut, comment tu vas? Non, je ne vais pas bien pantoute. Et là, ça saisit. Et là, ça amène à une réflexion. Mais pourquoi tu vas pas bien? J'ai un hostie de séparation qui me fait suer, qui m'écoeure. Puis à partir de ce moment-là, ben là, je me sens pas bien du tout. Alors, et là, ça amène une dynamique, ça amène une réflexion de la part de certaines personnes. Mais c'est beaucoup du côté féminin que les personnes étaient contentes de voir que j'étais capable de m'extérioriser. Mais avec certains gars que je savais, entre autres au gym où je m'entraîne régulièrement, que je savais qu'il y a des gars qui éprouvaient des moments plus difficiles dans leur vie. Et quand moi, je leur demandais, puis, comment tu vas? Là, ils me disaient, moi, ça va bien. Et là, ils me disaient, et toi, comment tu vas? Moi, ça va mieux. Ah ouais, pourquoi ça va mieux? Là, je racontais un peu. Et là, tranquillement, pas vite, les gars commençaient à dire, ouais, ben, moi aussi, ça va ordinaire. J'ai de la misère à la maison avec les enfants. C'est dans l'écoute et dans l'approche, mais de dire que oui, on souffre, oui, ça va pas bien. Et à partir de ce moment-là, il y a peut-être quelque chose qui peut ouvrir, il y a une porte qui peut ouvrir à ce niveau-là. Faut pas avoir peur de dire qu'on a mal et qu'on va pas bien non plus. Martin, ouais, vas-y, Eric, excuse. Ah, écoute, si vous m'entendez, je suis vraiment désolé là, pour le show, là, mais Colin, si vous ne m'entendez pas bien, tu me laisseras aller à un moment donné, Jean-François, mais le problème, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'espace dans la société pour être vulnérable. Tu sais. Puis par rapport au fait que nous autres, on a de la misère à être vulnérable, c'est qu'on le dit, là, tu sais, l'identité de l'homme, de la famille, c'est la personne qui est forte, puis ça, c'est qui tu penses que tu es. Okay? Puis un des besoins les plus importants, c'est d'être aimé. Hein? Le besoin d'être aimé puis d'être accepté, puis je veux dire, c'est un besoin physiologique. D'ailleurs, les enfants qui ne sont pas touchés, qui ne sont pas aimés, peuvent en mourir, puis ça nous habite. Puis nous autres, on s'est fait une image de qui on devrait être pour être aimé. OK? Puis dans cette image-là, on est censé être fort. Puis être vulnérable veut dire ne pas être aimé. Okay? Puis on vit aussi dans l'espèce de théorie de la conspiration. Je vais faire semblant que tu vas bien dans la mesure où tu vas faire semblant que moi aussi je vais bien. Puis la personne à qui tu parles, elle-même est occupée avec sa propre survie. Ça fait qu'elle n'a pas nécessairement l'espace pour que tu te mettes à lui dire « OK, ben écoute, ça va pas bien dans mon couple, dans mes affaires, et ainsi de suite. » Puis un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire, c'est d'être là pour les gens. Puis moi, ce que j'aimais vraiment faire quand j'avais le studio de yoga, là, puis ça, c'est quelque chose quand j'ai eu le cancer, puis que j'ai commencé à pratiquer, puis que j'ai pratiqué, puis que j'approfondis, c'est de poser la deuxième question. Les gens rentraient au studio de yoga, puis on voyait comme 300-400 personnes par jour. Puis comment ça va? Ça va. Puis là, tu sais, pourquoi ça va? Puis là, je m'approchais souvent de la personne, puis je mettais la main sur les épaules, puis je la regardais dans les yeux, puis je disais, comment ça va? Puis je te dirais que 8 ou 9 fois sur 10, là, la personne se mettait à pleurer, tu sais, parce qu'on n'a pas cet espace-là de connecter dans la vérité, la vulnérabilité. Tu sais. C'est bien rare qu'on a ces moments de connexion-là dans les salles de réunion de nos entreprises ou même à la limite, là, regarde, dans nos écoles, ça va tellement vite, on va porter nos enfants, go, 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 puis là, puis maintenant, là, c'est différent, là, mais tu sais, on va rapidement, on va vite, mais d'aller rapidement nulle part, puis toujours être sûr, là, à un moment donné, tu brûles du kérosène, puis tu mets, dans le fond, le vol
ou la destination en péril. Donc, vous avez parfaitement raison. J'aime l'angle que tu utilises, Éric, pour expliquer ça. On n'a pas vraiment d'espace pour vraiment prendre le temps. Martin Binette, qu'est-ce que tu en penses? C'est très, très, très intéressant. Il y a plein de réflexions que j'ai en tête, mais j'entends un mot qui revient beaucoup, beaucoup dans nos conversations, dans notre conversation actuellement, c'est vulnérabilité. Et vulnérabilité, déjà après ma barre, il y a une espèce de tabou autour de ce mot-là. En fait, on l'associe à être vulnérable. D'ailleurs, j'ai un ami récemment qui m'a posé une question. Il me dit, Martin, tu parles tellement ouvertement de santé mentale, t'as pas peur de te rendre vulnérable envers tes clients, envers tes employés, envers les gens qui t'entourent. C'est comme si on me disait, t'as pas peur de te peinturer dans le coin ou de te mettre en danger, puis qu'on pourrait utiliser ça contre toi. Fait qu'on parlait tantôt de perception ou de moins de ce que la société nous impose, mais la vulnérabilité a cette connotation négative. Et moi, quand j'ai accepté, après 20 ans de souffrance, ça a été un long chemin de croix jusqu'en 2014 pour dire je vais en parler. Ben, j'ai accepté ma vulnérabilité, mais je préfère parler d'authenticité. Moi, ma vulnérabilité à moi, c'est d'être authentique. Ma vulnérabilité, c'est mon authenticité. Ma vulnérabilité, c'est mon humanité. C'est comme ça que je suis. Et quand j'ai été longtemps gestionnaire, j'ai été directeur. Et moi, je parlais ouvertement à mes employés de ma vulnérabilité, mais je le vois plutôt de façon positive. C'est que je témoignais de mes propres, de mon parcours, de ce que je vivais. Et ce que ça a fait, Jean-François, et c'est ça qui est magique, que quand on parle ouvertement, je te parlais de la peur, que quand j'en ai parlé, que j'avais peur de perdre ma job, j'avais peur, mais ça a fait tout le contraire. Et là, c'était là que je me suis rendu compte que les dynamiques au niveau de mes équipes étaient absolument fantastiques parce qu'ils disaient si le boss est aussi vulnérable positivement ou si authentique, ben moi aussi je vais l'être avec lui et les gens se dévoilaient beaucoup plus et on pouvait passer des heures à parler de leur propre situation. On n'était pas en mode solution, on était juste en mode écoute. Alors, vulnérabilité pour moi, là, le synonyme qui me revient en tête le plus rapidement, tout de suite, c'est authenticité. C'est moi. Ça me définit, mais pas comme vulnérabilité égale faiblesse, c'est vulnérabilité égale moi-même, qui je suis comme humain. Puis, écoute, moi, j'ai le goût de vous raconter une petite anecdote, là. Tu sais, imaginez, là, OK? Puis moi, mon discours intérieur, il a fallu que je le travaille beaucoup dans la dernière année. Tu es planificateur financier dans une grande institution, tu t'occupes de plusieurs gros clients, de la boîte. Du jour au lendemain, ben là, tu vis une dépression, tu es en arrêt de travail pendant 6 mois, tu reviens, tu décides de lancer une conférence qui s'appelle Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion, pour parler, dans le fond, de mon histoire et de ma détresse psychologique et de dépression. Puis, pour en ajouter, ben là, 1 an plus tard, j'aime tellement ce que je fais, puis je me rends compte qu'une fois sur 3, les gens viennent me voir pour me dire « Hey, Jeff, je me suis reconnu dans ton histoire, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de faire ci, ça m'a permis de faire ça. » Quand tu quittes ton emploi, là, pour lancer une communauté, m'aider, faire des programmes en ligne, devenir auteur, conférencier, lâcher la sécurité pour ça, là, ça se peut-tu qu'il y ait des gens qui se sont dit « Il va pas bien, ce gars-là, là? » C'est pour vous dire à quel point que les stigmas, OK, au niveau de la santé psychologique, OK, c'est normal, je veux dire, on peut se poser des questions, mais ça va jusque-là aussi. Et ça, ben, ça aussi, on n'en parle pas tant que ça. Tommy, toi, comment tes employés ont réagi suite à je veux dire, à ton courriel? Tu as eu plusieurs interactions d'entrepreneurs qui ont vécu la même chose, mais exemple, tes employés, ça a fait quoi? Moi, je ferais du pouce un peu sur ce que Martin vient de dire. La vulnérabilité, là, c'est une arme magique. On pense que c'est une faiblesse, mais je me suis rendu compte que c'était plutôt qu'on est gagnant quand on est vulnérable. Parce que l'authenticité, c'est exactement ça, on devient authentique. Comment les employés ont réagi? Moi, je peux te dire que j'ai pleuré ma vie pendant 2 ans. Fait que tout ce que j'avais pas pleuré dans ma vie,
je l'ai pleuré pendant 2 ans de temps. Puis à chaque fois que j'arrivais pour parler de moi ou de raconter quelque chose, blocage, ça se mettait à couler, ça coulait comme de l'eau. Puis avec mes boys de l'école et tout, eux, à un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire. Là, ils étaient comme tout déstabilisés de ça. Puis ils se demandaient pourquoi j'étais comme ça. Puis dans mon entreprise, ben, j'ai des employés qui sont rentrés dans mon bureau, puis que je me suis mis à pleurer, tout ça. Puis ils ont vécu ça avec moi au fil des années. Ça l'a resserré l'équipe, ça l'a formé les rangs, je pourrais dire. Ça a fait quelque chose d'extraordinaire. La semaine dernière, j'ai un de mes employés, justement, il est débarqué dans mon bureau pour me dire « Tommy, je m'aime pas, je me sens pas bien, c'est ça. » tu sais. Puis le gars, c'est un gars de construction. Okay, c'est un peu tabou. Fait que le gars de construction qui rentre dans mon bureau, qui me dit « Je veux te parler », puis qui me sort tout ça comme ça, je me dis « J'ai bien fait mon travail. » Mon travail des 5 dernières années, là, il est bien fait. Parce que moi, je me suis livré à eux. Puis eux, maintenant, peuvent se livrer à moi. Puis je peux essayer de les guider pour aller vers les bonnes ressources. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai l'expérience d'avoir vécu ça. Alors pour moi, ça a été un plus d'être vulnérable. Puis je dirais le mot qui te pose la question, pourquoi que les gens n'en parlent pas ou ont peur d'en parler, c'est l'ego. L'ego est très fort chez les hommes. Puis encore plus chez les hommes d'affaires. Ils ont un ego, ils veulent pas mal paraître, pour que ça paraisse bien, la belle auto, la belle maison, la belle blonde, mais la raison, ce que je me pose ça comme question, c'est pourquoi? C'est pourquoi on fait ça? Ça nous donne quoi de positif au bout de ça? C'est un peu ce que je me suis posé comme question, puis je me suis rendu compte que ça n'a aucun avantage d'être comme ça. Mais être vulnérable puis être authentique, c'est beaucoup plus positif. C'est beaucoup plus encourageant. Je dirais que c'est ça. Mais c'est parce que ça te permet de connecter aussi avec la vulnérabilité des autres. Ça te permet de connecter d'humain à humain. Tu sais. Puis moi, je trouve ça... moi, quand quelqu'un me démontre sa vulnérabilité, là, moi, je la remercie. Merci de m'avoir donné un moment de vraie vie. Tu sais. Non, la question de tout à l'heure qui était comment ça va? Et moi, maintenant, ce que je dis, c'est quand je dis comment ça va, les personnes, ils ne veulent pas savoir comment tu vas, ils veulent juste poser une question, comment ça va. Mais quand tu poses l'autre question d'après, tu te dis est-ce que ça va vraiment? Est-ce que ça va vraiment bien? Là, il y a une ouverture, puis là, il y a un dialogue. Puis c'est pas un dialogue de sourds. Là, les gens sentent que tu portes un intérêt envers eux. Ça déclenche une discussion, puis des fois, ça peut amener à aider quelqu'un ou à l'écouter au moins, puis ça lui fait du bien. Puis moi, ça me fait penser, Tommy, juste avant de te donner la parole, Frédéric, moi, pendant des années, on me demandait comment ça va, puis ça allait toujours bien. Alors ça aussi, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est important dans le sens que si on prend la peine de te poser cette question-là, c'est comme si on ouvrait la porte à, pas un comment ça va vite d'un corridor, là, mais, tu sais, je veux dire, comment tu réponds à ce comment ça va là aussi, là? Est-ce que tu as trop une armure trop forte, un poker face, comme j'appelle? Je sais que c'est pas évident d'aller là. J'ai été dans le déni longtemps. Mais c'est parce qu'il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage avec qui tu peux avoir une certaine discussion. Puis si c'est pas le cas, ben, il existe des ressources de première ligne un peu partout. Chez Mont-Relief, vous offrez ce service-là. Moi, j'ai un bottin des ressources sur mon site Internet. Là. Des ressources, là, il y en a partout. Et c'est parce qu'il faut prendre la peine d'appeler ou à la limite appeler en présence de quelqu'un pour que l'aide, on ait la chercher, tu sais. Toi, Fred, oui, la gêne aussi. Mais c'est tout à ton honneur d'avoir ce type de discussion-là avec ton staff, avec un boy de la construction, là, je veux dire. Mais en même temps, lui, quand il arrive chez eux le soir, tu sais, peut-être que c'est là qu'il y a des accès d'alcool, c'est peut-être là qu'il n'est pas fin avec sa famille ou sa conjointe. Tu
sais, c'est de l'émotion qui, comme, faut qu'elle sorte. Fred, toi, ça t'est arrivé, ton atterrissage forcé, vraiment, tu sais, je veux dire, t'étais dans un bureau de médecin, là. Mais je veux dire, est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir si c'était pas arrivé là, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu as pu en parler tout de suite. Il y a quelqu'un qui a constaté ton état. Ben exactement. Et moi, ça a été quand même dans un court laps de temps, comme je disais tantôt, après entre 10 et 12 jours, alors que j'ai été capable d'avoir mon rendez-vous et après ça, d'aller consulter en psychologie et d'avoir ce suivi et d'avoir de l'aide. Donc, je me suis pas retrouvé quand même seul pendant une très, très, très longue période. Et juste avant de poursuivre là-dedans, deux petites choses rapides. Je voudrais juste féliciter Tommy pour ce qu'il a fait au niveau de son geste. L'impact au niveau de ton entreprise, Tommy, c'est majeur ce que tu as fait. Parce que ça va amener ton entreprise ailleurs. Ça va créer un sentiment d'appartenance. C'est de mettre carrément ses couilles sur la table, là, ça amène justement les boys à te dire « Hey, lui, de notre boss, là, c'est un vrai. » Fait qu'on peut pas y faire des mains. Alors, on va travailler encore plus fort avec lui. On va se parler ensemble. Et le geste que tu as fait, Tommy, moi, là, regarde, ça me jette à terre. Bravo, bravo, bravo. Puis 1000 fois bravo. Parce que ton entreprise va aller beaucoup plus loin. Mais humainement parlant, tu vas créer une synergie de groupe. Puis en termes de série éliminatoire, là, il n'y a pas un maudit club qui va te battre. T'sais, sincèrement, sur ça, tu vas le faire à coupe, là. Puis Brady peut aller se rhabiller, là, littéralement. Hey, Tommy, la rondelle du match, là, je vais te l'envoyer par FedEx, OK? Exact, C'est bon. Exact. Et deuxièmement, tu sais, quand on parlait, bon, comment ça va et tout ça, moi, je m'amuse des fois, non pas avec des personnes que je connais peu, bien entendu, mais avec des personnes que je connais assez bien, que je croise peut-être au gym ou au travail ou dans certains autres endroits, et au lieu de demander comment ça va, je leur demande, oui, salut, est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu es heureuse? Et là, ça amène une réflexion à savoir, attends un peu, là, je suis vraiment heureux, moi, dans ma vie? Pourquoi tu me poses cette question-là? Ben, je sais pas, je fais juste te poser la question. Laisse-moi y penser, je te reviens tantôt. Puis souvent, la personne revient en disant, je repensais à ce que tu me dis, puis il y a telle affaire qui va pas bien, il y a telle chose qui ne va pas bien également. Donc, de ne jamais, jamais, jamais sous-estimer notre rapport, une phrase, un mot, un geste, une parole qu'on peut amener avec quelqu'un qui peut faire cheminer, qui peut avancer. Moi, peut-être c'est ce que je vais dire à Madame X ou à Monsieur Y. Peut-être que pour moi, là, c'est strictement rien, c'est bien basique, c'est banal. Mais pour elle, ça vient la chercher. Ça vient la chercher au niveau de sa faiblesse en disant, hey, d'un, il m'a écouté. De deux, esprit, il me suggéré quelque chose. Et de trois, il veut être avec moi aussi. Donc, de ne jamais sous-estimer l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un, ne serait-ce qu'à une personne. Et je peux vous dire l'affaire, là, il y a une partie de notre job qui est faite par à peu près. Puis, si on travaille tout le monde ensemble, main dans la main, imaginez tout le résultat qu'on peut amener. Ton gars qui est venu te voir dans ton bureau, Tommy, là, t'as pas idée de l'impact que tu as sur lui. Fait que peut-être que rendu chez lui, là, je ne sais pas dans quelle situation il est, mais il a peut-être réfléchi, il a peut-être cogité, il a peut-être amené un peu sa femme à discuter avec lui. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Quand j'ai fait ma pause café avec toi, Jean-François, ou même quand j'ai parlé un peu à monsieur, madame tout le monde, que je me séparais, que je trouvais ça difficile et que je le disais, ben, il y a pas moins de 3 à 4 couples qui m'ont dit, ton témoignage est venu sauver notre couple. Parce qu'on s'est mis à se parler ensemble. On s'est dit, non, avant d'arriver là, y a-t-il quelque chose qui va pas? Y a-t-il quelque chose? Donc, à chaque fois qu'on le dit, on est capable d'avoir des résultats. Et d'avoir des résultats, ben, c'est de se montrer humain. C'est être vulnérable, c'est être humain. Être humain, c'est avoir des forces et avoir des faiblesses. Mais c'est le beau cadeau qu'on a, c'est d'être en vie puis d'avancer. Puis cet homme-là, il est peut-être arrivé chez eux le soir à la maison, là, puis il a pris son petit gars de 10 ans dans les bras, là. Tu comprends? Ben, exactement. Alors, c'est jusque-là que ça va. Et ça, là, en tout cas, bref. Martin, on est rendu où? Là? On a perdu Éric, mais juste pour, en guise d'un peu d'humour, la phrase que tu as dit, Frédéric, est-ce que j'ai l'air heureux? Ça m'a fait vraiment penser au film Les Boys, là, tu sais, avec, comment il s'appelle? Marc Messier. Est-ce que j'ai l'air heureux? Les Boys, là, ça. À qui le tour, là? Allez-y, on fait ça freestyle, là, d'ici la fin, d'ici le temps qui nous reste. Merci tout le monde. Vous avez resté branchés pas mal tout le long. Il y a plein de beaux commentaires qui rentrent. Donc,
À qui le tour? Je pense que même à travers tout ce qui est dit, qu'est-ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que l'impact qu'on peut avoir quand on est ouvert, vulnérable et humain, et pas un impact nécessairement immédiat non plus. Tu sais, j'ai des gens que je croise constamment qui me disent, Martin, je t'ai entendu parler il y a 4 ans, ça a changé ma perspective avec mes enfants, ça a changé ma perspective avec la santé mentale. J'avais aucune idée que cette personne-là m'avait écouté dans une conférence. Puis c'est ce moment-là, ou même des employés à qui j'ai dit un mot ou un geste à un moment, que des années plus tard, tu réalises que tu as eu un impact significatif. Et même à travers mon implication à l'école d'entrepreneurship de Beauce, juste de voir justement le ripple effect qu'on peut avoir, des fois juste en inspirant une personne à une autre personne, à une autre personne, à une autre personne, on influence des milliers de personnes seulement avec un tweet ou un message Facebook. Ça n'a pas besoin d'être tellement gros, ça n'a pas besoin d'attendre à tomber pour en parler. Juste le fait de dire un mot peut vraiment amener ça à un autre niveau chez les gens. C'est que vous n'avez même pas besoin d'en parler aussi ouvertement que moi ou que toute la gang des boys ce soir, on en parle. Ça peut juste dire, vous savez quoi, je veux m'éduquer sur la santé mentale, je veux en parler un peu plus loin, je veux comprendre. Puis tranquillement, ça va amener un cheminement autour de vous qui va vous amener vers ça. Et ça n'a pas besoin d'être des gros morceaux. Puis qu'est-ce que tu as fait, Tommy? Je te félicite aussi très, très fortement. Mais je pense que l'élément que je pense qu'on peut aussi parler, c'est qu'est-ce qui nous a empêché d'en parler pendant longtemps. Tu sais, c'est que je serais curieux aussi d'entendre de c'est quoi que vous aviez en tête avant d'être capable de faire un événement comme on fait à ce soir. Ben, je pense que nos racines judéo-chrétiennes nous ont amenés justement à avoir un pied sur leur frein, à ne pas livrer nos émotions, parce qu'on ne doit pas livrer nos émotions. Les femmes, c'est correct qu'ils le font. On en a parlé brièvement là, tantôt. Mais ces racines-là sont dures à nous. On est vraiment tellement encore inculqués là-dedans. C'est difficile de se décrocher de ces fameuses racines. Pourtant, il faudrait les briser, il faudrait les casser pour faire autre chose et d'avancer là, tout simplement. C'est un excellent point, Frédéric. Si je peux me permettre, Jean-François, faire le pont avec ce que tu dis. Anecdote rapide, là, la relation avec le père, je pense, pour l'homme est très, très importante. Moi, personnellement, ben, je suis un papa d'un grand garçon et d'une belle grande fille de 11 ans. Mais si je me retourne ou je retourne dans mon enfance, je me rappelle d'un événement qui m'a vraiment marqué. Où est-ce que j'étais dans la voiture avec mon père où je lui avais demandé de m'amener à l'hôpital parce que j'étais sûr que je faisais une crise cardiaque. Je faisais une de mes nombreuses crises de panique. Et mon père, quand il est arrivé à l'hôpital, puis mon père, pour moi, là, c'est Guy Lafleur, Maurice Richard, c'est Gary Carter, là, c'est plus gros que nature. C'est mon idole, mon père. Mon père a été élevé par des sourds et muets. Donc, vous entendez que la communication chez nous, quand j'étais jeune, c'était assez limité. Mon père excessivement travaillant, intelligent, pas de problème là, mais la communication, c'était pas ce qui était le plus important, disons. Alors, on est dans la voiture et mon père me voit pleurer parce que je suis en détresse. Le médecin m'a dit, retourne chez toi, tu fais pas de crise cardiaque, prends ces médicaments-là. Puis là, on retourne en 1995, là. Il y avait pas de belle cause, puis il y avait pas de Mont-Relief, puis non, il y avait vraiment, là, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Il y avait pas de m'aider, de petites pauses café comme ça. Et là, mon père m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, là, mon gars, là, tu vas arrêter de brailler puis tu vas te donner un coup de pied dans le cul. Tu sais, la bonne phrase là qu'on a besoin d'entendre. Mon père, je l'aime. Je lui parlais tantôt, puis c'est mon idole. Mais c'était ce qu'il y avait comme éducation. Tu parlais des racines judéo-chrétiennes. C'est ce qu'il a eu comme éducation. Et c'est ce qui passait à son fils. Il dit, là, tu vas te donner un coup de pied dans le cul. C'est ça que ça fait un homme. Ça braille pas. Ça se retrousse les manches, puis ça te donne un coup de pied dans le cul. Là, tu vas arrêter de souffrir, puis demain matin, tu mets tes bottes de travail, puis t'arrêtes de pleurer. Et ça, moi, ça m'a marqué parce que c'est pas la phrase que je voulais entendre à cette époque-là, quand j'avais 20 ans. J'avais besoin d'écoute, j'avais besoin de réconfort, j'avais besoin qu'on soit là pour moi. Il n'y avait pas de mauvaise intention, c'est juste que c'était ça, l'éducation qu'il a reçue. Alors, quand on parle, Frédéric a dit quelque chose, tu as dit un terme qui est très important, de briser. Mais moi, je veux briser cette chaîne-là. Cette chaîne que je n'ai pas voulu passer avec mon fils. Et moi, mon fils, je me suis assis dès un jeune âge avec lui et je lui ai dit, voici, papa vit avec une maladie. C'est quoi une maladie? Une maladie mentale. OK, c'est quoi une maladie mentale? Ben, en fait, c'est
avec des mots pour enfants où j'expliquais, c'est comme des petits soldats dans son cerveau. Et là, j'y expliquais que je prenais des médicaments. Et il a grandi avec cette compréhension-là et il a toujours eu cette ouverture avec mon fils de parler ouvertement de santé mentale. Ça serait un peu innocent de ma part d'être ouvert avec tout le monde, mais pas avec mon gars. Donc, c'est vraiment important pour moi de parler de santé mentale et on s'est fait un pacte, moi et lui, que si lui, il allait pas bien, il peut m'en parler et il recevra jamais de conseils comme donne-toi un coup dans le cul. Je vais l'écouter et c'est la même chose pour moi que quand je vais pas bien, je peux parler à mon fils. Il a 19 ans aujourd'hui, mais tout au long de sa vie, il a su que son papa avait cette maladie-là. Puis il était bien à l'aise, puis on était très à l'aise de parler. Donc, c'est de briser cette chaîne de préjugés, de tabous et de cette masculinité-là où est-ce qu'il faut que le gars soit fort puis qu'il se donne un coup de pied dans le cul. Donc, je voulais juste faire un saut de ce que tu as dit, Frédéric, parce que ça m'a vraiment touché ce que tu as mentionné. Et également, je fais du pouce par rapport à ce que tu dis, Martin, parce que quand ce que j'ai vécu, évidemment, en 2018, à l'été 2018, mon fils qui à l'époque avait 17 ans, maintenant il y en a 19, le même âge que ton garçon, Martin, Maxime a été un allié majeur pour moi. Parce qu'il comprenait, il voyait la détresse, il voyait la peine que j'avais, mais il a été tellement omniprésent pour moi que ça m'a touché et ça m'a permis quand même de développer encore. Et j'ai une super de belles relations avec mon fils, là, parce que je me suis séparé très tôt, il avait à peine 3 ans. Donc, j'ai voulu être très, très, très proche de mon garçon et d'être un père qui était présent, un père qui était aimant. Et on dirait que notre chimie s'est connectée encore plus suite à cet événement de 2018. Et encore aujourd'hui, là, notre chimie qu'on a, c'est merveilleux de nous voir. Et mon gars, là, il a 19 ans, puis c'est régulièrement à toutes les fins de semaine, quand il vient une fin de semaine sur 2 ou 3-4 jours chez moi à mon condo. Et papa, je t'aime, puis on a du fun, puis j'aime ça parler de hockey avec toi, j'aime ça parler d'histoire, j'aime ça parler de politique. Tu sais, on est à un autre niveau maintenant. Fait que là, c'est sûr que je parle pas des. Écoute, il aime encore Star Wars, mais on parle plus des petits bonhommes de Star Wars, on parle de la philosophie de Star Wars maintenant. On est rendu ailleurs dans le discours. Mais c'est cette dynamique qui se crée. Et ça, je pense que je suis privilégié. Mais j'étais privilégié de l'avoir à mes côtés également en 2018 et je serai toujours éternellement reconnaissant envers mon garçon d'avoir été là. Puis il sait pas là, le geste qu'il a fait. Mais comme je disais tantôt, de ne jamais sous-estimer. Lui, là, il m'a écouté, il a parlé de certaines affaires et il est venu me chercher par rapport à ça. Moi, j'ai le goût, en fait, je vais te laisser y aller, Tommy. Après ça, je vais enchaîner avec 2 questions qu'on a reçues que j'aimerais couvrir parce que on a demandé aux gens de poser des questions. Il y a 2 super bonnes questions avant qu'on termine là, la soirée. Donc, vas-y, mon cher, je te laisse enchaîner. Je fais un petit peu de pouce sur ce que tout le monde a dit, sur Martin Naud, Martin Vinette et Frédéric. Oh, moi, je t'entends plus. Le paradoxe avec mon père, j'ai eu une enfance un peu rock'n'roll, puis avec mon père, c'était pas mon ami, c'était la guerre, et une façon d'agir qui était drastique, c'est comme ça, puis that's it, aucun commentaire, t'avais pas d'explication. Tout. Puis un jour, j'ai eu des enfants, puis j'ai eu comme une confrontation avec mon père pour dire, si tu veux voir tes enfants, tes petites filles, il va falloir que tu changes parce que sinon, on va passer à un autre appel. Puis, je raconte cette petite tranche de vie-là pour vous raconter le reste. C'est que lorsque mes filles sont nées, mon père est devenu une autre personne. Il est devenu une personne. Les filles, c'est le meilleur grand-père. Okay? On ne peut pas parler contre lui, on ne peut pas rien dire. C'est la meilleure personne sur la planète. Et ses filles, c'est les meilleures filles du monde. Tu sais, je veux dire, fait que. Puis, à partir de là, on est devenus les 2 meilleurs amis du monde. Mais mon père, si j'arrive, puis je le prends dans mes bras, puis je le sens dans mes bras pour y faire un colleux, puis tout, là, il est comme, tu sais, au début, il était comme un peu mal à l'aise, tout, fait que là, des fois, je fais pas exprès, tu sais, je le prends dans mes bras, puis je tape, ça va bien, mon petit vieux, tu sais, puis là, je tape dans le dos, tout, puis... Mais il sait pas comment que, quand il a fait cette transition-là, quand mes filles sont nées, aller jusque quand j'ai eu de la difficulté avec mon ex-associé et tout, puis toute la rupture, et etc. Mon père a tout le temps été là. Il a tout le temps été là, c'était mon meilleur ami, il me supportait, il disait pas grand-chose, mais il était là. J'avais besoin d'aide, il venait m'aider, il était tout le temps là. Fait que tu sais, ces personnes-là, ils l'ont aussi, ce sentiment-là à l'intérieur.
C'est juste qu'ils ont de la misère à le transmettre, là, je veux dire, à l'expliquer, à l'exprimer. Fait que quand que Martin Vidette a dit ça tantôt, ça me parlait là, de ce qui est arrivé. Puis, ben, c'est ça, la gestion des émotions, hein, la santé émotionnelle, la santé relationnelle. Il y a beaucoup de choses hein, au niveau, c'est multifactoriel, là, la santé psychologique. Puis, il faut prendre soin de sa santé mentale, finalement. Là. On parle beaucoup de maladie mentale, mais parlons de santé mentale. Comment on peut bien l'entretenir pour éviter, mettre plus de chances de notre côté pour ne pas perdre d'altitude? Je ne suis pas en train de dire qu'on va enrayer le phénomène, mais c'est sûr et certain que je pense que de faire de l'éducation la nouvelle norme en la matière, on est rendu là en 2021. On a beaucoup de remerciements, on a beaucoup de gens qui ont vraiment témoigné avec beaucoup de compassion puis d'amour, en fait, là, en lien avec vos interventions. Je tiens à remercier tout le monde qui a laissé des commentaires. Il y a 2 questions que j'aimerais... En fait, je vais en aborder une sur 2. Ça fait déjà 55 minutes là, qu'on est en onde. Et on peut défoncer en passant, là. Hein? On peut aller en prolongation, ouais, mais tout d'un coup, Eric en revient. On va s'amuser un peu, là. J'ai Brigitte qui nous demande... Attendez un petit peu. Martin Hainaut, est-ce possible de parler de ton ouverture et de ton expérience à parler santé mentale avec tes équipes de travail? Donc, on a eu une introduction avec Tommy, mais Martin, avec ton expérience, peux-tu répondre à Brigitte Marcoux, s'il vous plaît? Bien sûr. En fait, c'est assez intéressant de voir la progression, même moi, que j'ai vécu à travers ça, parce que, premièrement, la seconde qu'on parle dans un milieu de travail de mon expérience de santé mentale et de qu'est-ce qu'on vit nous-mêmes, sans tenter de pointer des doigts vers les autres et de faire sentir que c'est les autres qui ont des problèmes, rapidement, on commence à avoir beaucoup de gens qui viennent nous voir pour nous en parler puis s'ouvrir à nous. Dans le temps, il y a 400-500 ans, quand on avait encore des bureaux et qu'on pouvait rencontrer des gens au travail, les gens, rapidement, tu sors du bureau, tu vas prendre un verre d'eau, tout ça, il y a du monde qui vient te voir tranquillement. Je dirais, j'ai atteint un autre niveau personnellement, là, à force d'en parler. Comme les gens, moi, vraiment, qui cherchent mon nom, ils voient énormément de contenu sur la santé mentale, ce qui fait en sorte que, aussitôt qu'on dirait que je commence à l'adresser, les gens s'ouvrent trop autour de moi, même parfois. Là, je le vis en ce moment au Santec, pas en ce moment-là, mais juste le fait que je coach les entrepreneurs technologiques et que je parle de santé mentale, instantanément, ils s'ouvrent d'un à l'autre sur qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont, et qu'il n'y a plus de gêne et qu'il y a comme un aura qui se crée ou que tout le monde le dit. Après ça, ils se reviennent de base. Moi, qu'est-ce qu'il vient de dire ouvertement? Là? Mais c'est ce climat-là qui permet justement que ça devienne positif. Et c'est important de ne pas tomber dans la thérapie. Puis c'est là aussi qu'il y a une distinction à faire. C'est ça qui protège un environnement de travail. C'est de pas tenter de devenir thérapeute pour ses employés et ses collègues. C'est de se limiter à juste accepter le fait que des fois, on va pas bien. Des fois, on va mieux. Des fois, il y a des moments qui font en sorte qu'on est moins ou plus productif. Puis des fois, il y a des moments qu'on a juste besoin de s'ouvrir, de dire, comme on disait tantôt, que ce soit un break-up difficile, que ce soit un moment difficile, quelque chose d'important qui arrive dans nos vies, puis juste se le dire, mais ne pas s'attendre que les gens viennent nous traiter en retour. Juste que ça soit dit, que ça soit compris, puis on continue à avancer en avant. Puis c'est là qu'un environnement de travail peut vraiment rester et devenir productif et non devenir thérapeutique et négatif. Et il y a une attitude à avoir dans l'environnement de travail également. Si on est positif, si on aime notre travail et si on a une façon d'être également qui est positive, ben, ça amène également un spirit qui est intéressant à l'intérieur du travail. Moi, juste pour vous dire, régulièrement, puis je dirais quasiment 9 fois sur 10 quand j'arrive au bureau, quand on peut aller au bureau, bien entendu, ben, je fais le tour de tous les employés. Salut, bon matin, salut, bonne journée, puis etc., etc. Fait que ça amène un dynamisme qui est intéressant. Bon, peut-être que je commence ma journée un peu plus tard, mais ça, c'est pas grave, ça. C'est un détail, comme on dit. Puis, mais je suis pas payé à l'heure. Ça fait que ça va bien de ce côté-là. Ma boss, elle est tout à fait exceptionnelle, tu sais.
Faire du pouce, est-ce que tu dis, Frédéric, si je peux me permettre, Jean-François, mon cher. on a un problème, nous les boys, hein, vous le savez, c'est dans notre ADN, c'est notre cerveau est conçu de cette façon-là, c'est qu'on est souvent dans le mode solution. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui brise dans la toilette, OK, let's go, mes outils sont là, je sais quoi faire, OK. Ou quelqu'un t'arrive et dit, hey, moi j'ai tel problème. On est souvent en mode réaction, mode solution. La santé mentale, c'est pas un terrain propice pour être le mode solution. Puis ça, je vous amène à cette autre étape-là. Puis Frédéric, tu faisais en mention d'attitude positive. Mais un des défis les plus importants, surtout dans l'environnement de travail, c'est d'être en mode écoute. Vous savez, quand on en parle ouvertement de sa santé mentale, puis qu'on parle justement, on a parlé de vulnérabilité, d'authenticité, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont venir nous voir. Le plus grand piège, c'est de dire, ben, moi j'ai toutes les solutions, viens m'en parler. Tu as parlé tantôt, Martin Hainaut, de se mettre en mode thérapie, là. Ben oui, ben tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais te mettre à faire du yoga, tu devrais courir, tu devrais faire... C'est le piège. Et ça, et je vous le dis parce que je l'ai déjà fait moi-même. En tant que gestionnaire, à un moment donné, tu veux tellement aider quelqu'un que tu te mets en mode solution pour aider la personne, mais tu ne l'aides pas parce que tu lui rentres dans la gorge des solutions qui ne sont peut-être pas adaptées. Mais c'est d'être capable d'avoir cette capacité d'écoute. La plupart des gens qui viennent te raconter leur histoire, en fait, je dirais la forte majorité des gens, sont pas là pour attendre une solution de ta part. Ils sont juste là pour que tu sois là pour les écouter. De fermer ta grande bouche, de mettre ton cellulaire de côté, puis de simplement écouter la personne, c'est ce qu'elle a besoin à cette étape-ci. En tant que gestionnaire, c'est pas ta job de trouver une solution. C'est ta job de la supporter, de l'écouter et de l'amener à elle-même trouver les solutions et aller chercher les ressources nécessaires pour s'aider. Et ça, c'est le plus grand piège qu'il faut faire attention. Puis c'est souvent même le réflexe chez moi, là. Je suis fait de même, c'est dans mon ADN. OK, là, m'a trouvé une... Non, faut travailler sur notre écoute. Et notre écoute, là, c'est d'être totalement conscient et présent dans le moment où est-ce que la personne t'écoute, pas t'écoute, mais te parle. Et ça, c'est le plus grand acte, selon moi, de générosité qu'on peut donner à quelqu'un, de donner son temps, de donner son écoute pleine. Et les gens sont tellement reconnaissants par la suite qu'on dit, ça me fait du bien. Et ils se sentent investis par la suite d'aller plus loin dans leur démarche. C'était juste, je voulais faire un peu de pouce sur ce que tu disais, Frédéric, parce que c'était très important avec l'approche positive, mais il faut aussi être en mode écoute. Ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est important d'avoir une écoute qui est active également. Et moi, je l'ai vécu un petit peu avec mon nouveau travail avec le groupe Structura. Je suis embauché depuis le 1er juin dernier. Donc, au développement des affaires, je vais rencontrer des entreprises qui ont besoin d'aide. On est spécialisé pour aider les PME. Donc, qui vit la situation actuelle, dit évidemment beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'aide. Et moi, ben, en théorie, là, je mets mon chapeau de vendeur, là, de pitch de vente. Ça me prend à peu près une demi-heure et je fais le tour de tous nos produits et services pour le groupe Structura. Mais quand arrive le moment d'être avec quelqu'un en présentiel, j'ai eu des témoignages d'entrepreneurs. Des fois, j'ai passé 1h15, 1h30 dans le bureau ou dans la salle de conférence avec tel patron ou la patronne ou encore le directeur ou la directrice générale. Et les gens avaient envie d'évacuer tout leur stress, leur sentiment d'impuissance. Et comme tu mentionnes, Martin, moi, je suis aucunement thérapeute, mais j'écoute. Puis des fois, là, c'est là que je me mettais un petit peu dans mon mode de mon ancienne vie d'être journaliste. Donc, d'écouter et de relancer un petit peu sur certaines questions et tout ça. Donc, il n'y avait juste pas de caméra, il n'y avait pas de micro, mais au moins, il y avait quelque chose, il y avait une discussion qui était mauditement intéressante. Et cette écoute active permet justement d'avancer tout simplement. On a d'ailleurs un commentaire intéressant ici de Patrice Mascotte. Hein? Certaines entreprises créent des groupes confidentiels de soutien de pairs en milieu de travail. Donc, je sais que Patrice, lui, il est aux États-Unis. Là. C'est quelqu'un qui suit là, notre communauté, que j'ai même reçu là, il y a environ 2 semaines à la pause café M'aider. Tu sais, en même temps, je faisais un post, moi, cette semaine, récemment. Moi, le programme d'aide aux employés, là, on m'en a parlé à l'embauche, OK? Puis après ça, ben, quand j'ai eu une promotion, ben, on m'en a reparlé parce que j'ai changé de point de service. Puis suite à ça, ben, il y avait juste des affiches dans la salle de bain. Alors, je sais qu'on veut bien faire. Les entreprises mettent
beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives, surtout aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe. Sauf que, c'est mon opinion, là. Alors, des fois, là, les panneaux là, de publicité là, sur l'autoroute, là, avouez que des fois, on ne les voit plus. On est tellement bombardé d'informations ces jours-ci, nos téléphones, nos iPads, la télé, ça n'arrête plus. La publicité, là, ça a déjà marché il y a bien des années, là. Mais aujourd'hui, là, le seul outil que j'ai trouvé, le meilleur outil, là, c'est de prêter sa voix pour montrer la voix. Alors, c'est-à-dire prêter sa voix pour simplement dire à quelqu'un, regarde, va chercher de l'aide. Et il y a des ressources avec des programmes d'aide aux employés, il y a des organismes communautaires, il y a Mon Relief. Tu sais, comme ici, là, au début, quand j'ai lancé la communauté, tu sais, M'aider, c'est pas une ressource de première ligne. Nous, on est ici pour démocratiser un sujet qui mérite d'être démocratisé. On utilise le web pour faire ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait rayonner plein d'organismes depuis les derniers mois pour les faire connaître, mais aussi recevoir des gens comme vous ce soir pour en parler ouvertement. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Mon histoire, ton histoire, vos histoires, nos histoires respectives, en parlant ouvertement et avec authenticité, ça peut définitivement changer la trajectoire et l'histoire de quelqu'un d'autre. Et c'est des beaux mots, là, hein? Je veux dire, je ne suis pas dans une envolée oratoire, là, mais c'est très nuancé ce que je dis, là, dans le sens que si tu t'ouvres, si tu en parles, ou à la limite, si tu écoutes et si tu réfères quelqu'un, tu peux carrément changer sa trajectoire, tu peux carrément changer sa vie. Un seul degré, là, un avion là, sur des milliers de kilomètres, là, n'arrive pas à la même destination. C'est quoi le degré que vous êtes prêt à faire? C'est quoi le degré que votre organisation est prête à faire pour justement qu'on travaille tout le monde ensemble pour enrayer ce phénomène-là qui est dans nos maisons, nos écoles, nos organisations. Et on a bien beau inventer, selon moi, pas encore là, c'est moi, là. On a bien beau inventer des millions et des millions et des millions d'outils. Si on les tablette puis que la poussière s'accumule dessus, et ça prend des voix pour les faire vivre, ces outils-là, dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos organisations. Alors, c'est là l'importance d'ouvrir le sujet. Je viens émotif, moi, quand je parle de ça. Je m'excuse, là, c'était comme mon pitch de chambre d'hockey, mais écoute, Mon Relief, vous faites un travail incroyable. Si vous ne connaissez pas cette organisation-là, allez voir leur page, allez voir ce qu'ils font. Ils ont des formations en ligne. Je veux dire, ça existe depuis de nombreuses années. Même Martin, là, je veux en savoir plus sur l'histoire de Mon Relief. Là. 38 ans. 38 ans. Tu me disais, hey, il faut que tu racontes ça, là. Juste quand ça a commencé, là, les fondateurs là, de ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils faisaient donc? Ben, en fait, on célèbre le 30e anniversaire de l'organisme cette année, mais réellement, ça fait 38-39 ans, même peut-être 40, la date exacte m'échappe actuellement, où que quand la désinstitutionnalisation des hôpitaux psychiatriques a eu lieu, quand que les patients ont été sacrés dehors dans la rue il y a à peu près 40 ans, il y a un groupe de patients et de médecins qui se sont regroupés ensemble en disant ça serait le fun de continuer à pouvoir s'entraider puis se parler, puis ils ont enregistré un organisme. Fast forward 7-8 ans plus tard, l'organisme dans sa forme actuelle, avec le CA actuel, a été fondé. L'année de fondation, Jean-Rémy, le DG de l'organisme, vient de m'écrire 1983, qui était la date originale. Je suis né en 82, donc ça m'a suivi pas longtemps après. Et ça a eu plusieurs noms. Le nom Revive était en place depuis 2000, en fait. Ça faisait près de 20 ans qu'on avait le nom Revive. Ça a commencé Association québécoise
14, maniaco-dépression, dépression et autres, puis ça l'a migré à travers le temps. Mais oui, ça fait officiellement 30 ans dans la forme actuelle. Et qu'est-ce qui est encore plus incroyable, Jean-Rémy, le DG de l'organisme, ça fait 27 ans qu'il est impliqué avec l'organisme. Wow. Donc, quand on parle de pionnier, puis le président du CA avant moi de l'organisme, c'était Guy Latraverse, qui, lui, a été président pendant 22 ans et qui était la première personnalité publique à s'ouvrir sur la santé mentale et la bipolarité publiquement au Québec. Donc, ça fait très longtemps qu'on essaie d'ouvrir le chemin de la santé mentale à tous les moyens possibles. Puis, on a fait définitivement beaucoup de chemin, puis on aide directement plus de 15 000 personnes par année. Wow! Bravo! Et c'est incroyable. Et évidemment, parler de ce sujet-là dans les années 80, on s'entend que on parlait de coming out tantôt, là, mais je veux dire, oublie ça, là, je veux dire, on est à des années-lumière de ce que ces gens-là, ces pionniers-là ont pu vivre. Je veux dire, le jugement, tu sais, voyons, ça sort d'où, puis je veux dire, en tout cas, bref, moi, ça m'inspire beaucoup et quand on a échangé rapidement là-dessus, je trouvais ça le fun parce que je pars dans un processus de création de rédaction dans les 2 prochaines semaines pour écrire ce que j'ai tabletté depuis 1 an en raison du lancement de la communauté. Je veux raconter mon histoire, l'histoire de mon père qui a été aussi bipolaire, qui a eu ses moments difficiles avec la détresse psychologique et l'impact négatif que ça a eu dans notre famille, de ne pas en parler. Moi, je voyais mon père à l'adolescence comme un extraterrestre. Tu sais, c'est pas le genre de relation que tu veux développer avec ton paternel. Et c'est pour ça qu'on est engagé chez M'aider à en parler day in, day out. Bon, et merci de votre implication dans la mission que je me suis donnée, le rêve que je me suis lancé. Et c'est pas juste mon rêve pour avoir le spotlight, là, c'est comment on peut faire ensemble pour changer les choses. Et merci à Revivre, à Mont-Relief. Merci aussi à Martin Binette, Colin, Entre les deux oreilles, qui a été lancé en 2014 suite au suicide de Robin Williams. Hein? Robin Williams, on connaît tous, on a tous vu un de ses films qui nous faisait rire dans Madame Doubtfire. Puis écoute, des succès, il y en a. Mais Robin Williams, il y avait l'avant-scène, puis il y avait l'arrière-scène. Et Robin Williams, malheureusement, a quitté ce monde suite à un choix qu'il a fait, mais il a probablement passé à travers, il n'est pas allé chercher de l'aide, peut-être en tout cas, bref, ce qui est difficile, c'est de vivre à un moment donné avec cette souffrance-là, et c'est pour ça que c'est important de ne pas jouer au thérapeute, c'est de guider les gens vers les bonnes ressources. Martin Binette, chapeau, puis je sais qu'on risque de te voir de plus en plus comme acteur important au niveau de la santé mentale au Québec. Merci de ta présence. Fred, ben écoute, journaliste, ça paraît que tu es un journaliste sportif, là, un communicateur né. Merci de prêter ta voix aussi à cette cause-là. D'en parler avec ouverture. Tu es connu dans la grande région de Québec. Tu es connu tout court. Je veux dire, tu sais, de parler de ton parcours avec autant de passion puis d'émotion. Caroline, c'est ça qu'on a de besoin. Et c'est ça. Est-ce que j'ai l'air heureux? Ça se peut que je continue de t'agacer avec ça, mais on ne veut pas rire En fait, on ne veut pas rire de ça. Moi, là, mon rêve là, ultime, là, c'est qu'on parle des boys, là, c'est qu'on soit en mesure de parler de cette détresse-là qui existe, là, comme on parlerait d'un échange au hockey. Ce soir, j'ai intitulé ça « Les boys vivent en désavantage psychologique », mais je suis obligé de vous dire de voir 6 gars réunis ensemble pour parler de ce sujet-là. Là. C'est pas vrai qu'on vit en désavantage psychologique. On vit, selon moi, en avantage numérique parce que c'est comme ça que en travaillant tout le monde ensemble, il n'y a pas de compétition en la matière parce que c'est important. Ça peut faire une différence pour des générations à venir. Tommy, ton courage comme entrepreneur d'avoir publié publiquement tes défis,
tout le chemin parcouru avec, écoute, tu nous as partagé des moments de ta famille avec ton père. Écoute, c'est pas rien, ça. Guys, Je voudrais ça a dire, été vraiment super. Et cette rondelle-là, je vais l'envoyer à Tommy parce que je l'ai promis tantôt. Mais c'est pas dit que. En fait, c'est pas dit. Je vous annonce déjà en primeur, pour tous ceux qui nous écoutent, il y aura un Boys 2 au mois de mars. C'est une initiative que j'ai décidé de poursuivre à chaque mois. On verra là, comment il y a l'interaction. J'ai déjà d'autres invités qui vont venir faire, comme vous avez fait ce soir, se livrer en toute authenticité. Et c'est comme ça qu'on va faire une différence. Guys. Une chose que je voudrais dire, Jean-François. Oui. Une dernière chose que tu as dit, comment on peut faire pour aider ces gens-là? Juste de s'attarder à une personne qui a besoin d'aide. Oui. Et on va en sauver plusieurs. Exact. Puis si ce soir, on a fait une différence avec une seule personne, je suis convaincu, là, vous connaissant là, toutes les 4, là, que je le sais, que le sacrifice de temps que vous avez fait ce soir, là, ça en a valu la peine. Je le sais que vous êtes comme ça. Je le sais que vous êtes engagés comme ça. C'est pour ça que j'ai du plaisir à vous côtoyer, puis à vous entendre, puis à vous encourager. Puis, regarde, c'est ça. Mais honnêtement, Jeff, de un, c'est pas un sacrifice pour Saint-Saëns. Je vais dire les vraies affaires. Ça nous fait énormément plaisir de donner ce temps d'être présent pour toi et puis pour les gens qui nous écoutent présentement. Mais également, je pense qu'il faut souligner tout le travail que tu fais, Jeff, avec la communauté M'aider. C'est fou en tête que tu fais. Tu nous bombardes de vidéos, mais je suis même pas écœuré de voir ta face. Quand ton profil arrive sur Facebook ou quelque chose de même, tu sais, ça me dérange même pas. Je me sens à l'aise et confortable à t'écouter. Est-ce que j'écoute toutes tes vidéos au complet? Non, j'en commence, etc. Mais comment ça? Et la job que tu fais, mon Jeff, là, c'est malade dans la tête parce que tu n'as même pas idée de l'impact que tu peux avoir. Et quand on parle de aider une seule ou 2 ou 3 personnes, ben, à la gang, tu sais, il y a un vieil animateur de radio, André Arthur, qui disait à la gang, on sait tout. Ben, à la gang, on peut s'entraider toutes aussi. Donc, tu es le leader là-dedans, chapeau. Et si on est capable de t'aider, regardez là, il y a une tasse qui s'appelle M'aider. C'est si on est capable d'en acheter une chacun pour lui donner un petit peu de sous, pour lui donner un petit peu d'air, ça fait énormément plaisir. Hey, on trouve un fournisseur pour des tasses. Hey, ces tasses-là, ce qui est drôle, là, c'est qu'écoutez bien ça. Tu sais, je comprends des fois que ma soeur ou ma mère, ils peuvent dire hey, vas-tu bien, Jean-François? T'sais, moi, j'ai commandé des tasses parce que j'ai dit. Ils en ont acheté 25? J'en ai 96, mais c'est parce que je voulais faire des ateliers café cet automne dans des entreprises. J'arrivais avec ma machine à café, puis il y a des stickers de M'aider dessus. J'avais acheté des tasses de café pour avoir un échange avec les gens. Puis la tasse de café, finalement, ça allait rester comme ancrage sur le bureau de l'employé, juste pour se souvenir de la discussion qu'on venait d'avoir. Mais moi, j'ai commandé des tasses, mais parce qu'il a fallu que je pivote, là. Moi, toutes mes conférences ont été annulées quand le COVID est arrivé. Fait que le virtuel fait maintenant partie de ma vie. Mais tout ça pour dire, c'est que j'ai présentement 96 tasses qui n'ont pas servi cet automne parce que quand ils ont tout fermé puis qu'ils ont confiné, il n'y a pas personne qui veut me voir dans leur salle de conférence ou dans leur bureau. Tu essaieras de vendre ça, toi, des tasses, quand tu fais des pauses café, M'aider virtuelles. Ça ne marche pas. Alors, une tasse qui passe dans le pack, c'est pas évident. Hey, messieurs, écoutez, je vois le temps filer. Ça n'a pas lâché les commentaires. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la toute fin. Je vois le compteur, moi, aller. Là, puis désolé, là, moi, je m'habitue encore là, à regarder tous les cadrans. Là. J'ai des commentaires à droite, des abonnés et des gens qui nous écoutent à gauche. Merci d'avoir tenu le coup. J'espère que vous avez apprécié les 3 périodes qu'on vous a offertes. Et comme je vous dis, il y aura une 2e épisode de Les Boys au mois de mars. En ce qui me concerne, vous allez me voir moins longtemps, moins souvent, là, parce que là, je m'en vais réaliser le rêve que je voulais faire, c'est-à-dire d'écrire les concepts de M'aider, les mettre sur papier et faire
ma différence aussi en fonction de mes idées créatives. Et ben Fred, écoute, t'as juste à me bloquer au pire, là, si jamais tu trouves que tu vas me voir. Là. Moi, il y a une chose qui est sûre, je ne vous bloquerai pas. Je vous envoie. Je vous fais tous des câlins virtuels. Puis, merci à tout le monde. Ça a été vraiment. Ciao. À plus. Salut.